Luc, en 1930, là, mettons, là, juste après le grand crash boursier qui a emmené l'Amérique à genoux, là, à quoi pensaient les gens du Congrès quand ils ont adopté la fameuse loi tarifaire qui inclut la section 338? Toi qui es historien, explique-nous ça quand même. Écoute, j'ai trouvé que l'administration Trump avait fait preuve d'imagination Bon. et mine de rien, beaucoup mieux préparé pour un plan B dans le deuxième mandat de Donald Trump que la première fois. Quand je dis mieux préparé, là, je ne parle pas bien sûr des effets que ça peut avoir chez nous, de la position dans laquelle ça place les négociateurs, mais je te fais une confession en parlant des années 30. Habituellement, lorsque l'administration Trump dégaine au plan de la loi, du système, de la Constitution, j'ai pas besoin de fouiller dans mes notes pour me rappeler exactement quelle corde on touche. Et hier, lorsque le président a annoncé qu'il s'inspirait du Tarif Act de 1930, j'ai dû valider mes notes. C'est très rare que j'ai besoin de le faire. Habituellement, c'est instinctif. Le classeur dans ma tête est déjà ouvert. Je sais où aller chercher. Et bien sûr, autre temps, autre mœurs. Quand on parle des années 30, un des réflexes qu'on va avoir, et c'est pas à toi, bien sûr, que je vais l'enseigner considérant ta spécialité, mais un des réflexes qu'on va avoir, c'est de refermer, de se replier sur soi, d'y aller de mesures très protectionnistes et de réagir avec des tarifs. Mais ce fameux Tarif Act de 1930, c'est très rare qu'on y réfère. Et la fameuse section 338, donc celle dans laquelle on permet au président d'aller jusqu'à 50% pour dire il y a eu discrimination contre l'économie ou des secteurs de l'économie américaine. On n'a pas utilisé ça depuis les années... En fait, on ne l'a jamais testé devant les tribunaux. Donc, on a parlé de ça dans les années 30, puis on a laissé ça sur la glace dans les années 40. Et c'est là qu'est allé chercher son inspiration et son nouveau stratagème, l'administration de Donald Trump. Donc, quand on observe de notre côté de la frontière, une des choses qu'il y aurait à faire, ou du côté américain et des États ou des politiciens qui oseraient remettre en question cette décision d'administration, on pourrait retourner devant les tribunaux. Mais tout ça pour dire, on est allé vers 3 lois. Donc, en réaction à la décision de la Cour suprême, on a dit, OK, on ne peut pas mettre de tarifs mur à mur sur une période prolongée à tous les pays indistinctement. On va donc aller vers 3 lois et la plus récente est le Tarif Act de 1930 et la section 338 en particulier. Puis les consommateurs américains, eux autres, réagissent comment à tout ça? Voilà, ça c'est l'autre angle, Isabelle, et j'aime bien que tu l'apportes. C'est l'autre angle auquel il faut s'attarder, c'est le synchronisme de la décision de l'administration Trump. Si on ne parle que de l'ASEUM ou du traité de libre-échange, si on regarde les décisions du gouvernement canadien, diversifier nos partenaires, développer de nouvelles ententes, dire, écoutez, on va laisser couler de l'eau sous les ponts pour l'accord de libre-échange, que l'administration Trump arrive maintenant en disant, vous avez un délai de 30 jours, je comprends cette portion-là du bras de fer, c'est-à-dire on ajoute de la pression supplémentaire. Mais si on met en parallèle avec ça la situation aux États-Unis, l'importance du traité de libre-échange pour certains États, pour certaines entreprises, pour les consommateurs, et qu'on calcule la période qui nous sépare des élections de mi-mandat, alors qu'on parle d'une inflation qui est plus élevée que la moyenne, d'un coût de la vie qui est très élevé, que les Américains ont la perception, il faudrait voir dans le détail, mais on a la perception que c'est la faute de l'administration, du conflit iranien. Si on ajoute cette taxe qui n'en porte pas le nom, qui est ce tarif de 50%, ça risque de coûter plus cher aux consommateurs. Si je suis un élu républicain qui voit ce qui se produit pour le consommateur, je suis inquiet. Le président Trump ne me lance pas une bouée pour nous garder à flot avant les élections de mi-mandat. Il m'enfonce la tête un peu plus profond dans l'eau. Et ça a été ma réaction essentiellement hier, c'est plutôt habile cette fois-ci de l'administration, mais il y a quand même une prise pour critiquer devant les tribunaux. Mais de l'autre côté, est-ce le bon synchronisme? Je comprends la logique pour le côté canadien. Je comprends moins la logique auprès des consommateurs américains parce que mi-juillet, presque fin juillet, d'ici à novembre, il reste bien peu de temps pour rectifier le tir.
Il y a quand même plusieurs États au nord qui vont être impactés. Et Voilà. c'est là où des États qu'on appelle pivots, swing states, c'est l'Indiana, l'Ohio, le Kentucky, qui ont été aux mains des républicains et qui pourraient éventuellement, s'ils sont durement impactés par cet échange, ce client, ce fournisseur de proximité, vouloir envoyer un message clair là, au parti du président. Écoute, il y a un économiste qui intervenait à Cube ce matin qui disait, en tout cas, c'est l'extrait qui circulait. Merci, Luc. La meilleure chose à faire, c'est peut-être de ne rien faire. Gosselin, le gars, je pense. Ouais. Donc, je te rejoignais sur une bonne partie de l'affirmation, mais j'étais là sur ton terrain de jeu, sur ton terrain de prédilection. Mais j'ajouterais à ce que tu mentionnais ce matin plus sérieusement dans l'entrevue, nos meilleurs alliés, ça peut paraître étrange à dire, dans cette situation-là, à tout le moins pour le court et le moyen terme. Ensuite, on verra ce que va faire le gouvernement canadien, le gouvernement de M. Carney, mais ce sont les Américains eux-mêmes, nos meilleurs alliés. Si on regarde les gouverneurs des États, les politiciens des États, si on regarde les élus au Congrès, à la Chambre et au Sénat, et les consommateurs américains eux-mêmes, ce sont peut-être ceux qui auront le plus d'impact sur ce qui va se produire entre le Canada et les États-Unis. Parce que nous ne sommes pas totalement démunis, mais à court terme, il n'y a pas de remède miracle à espérer. Que le premier ministre s'appelle Carney ou qu'on lui trouve un autre successeur, je ne pense pas que ça changerait la donne à court terme. Il y a, sinon, en matière plus vraiment purement politique, là, cette histoire du possible futur procureur général, Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, qui est en voie, ou en fait en processus là, de nomination, de validation de la nomination. C'est pas gagné, Luc, évidemment, puis il y a cette drôle d'affaire, là, deux notamment... deux des membres de cette commission qui ont été un peu tassés du revers de la main par Donald Trump, qui pourraient voter contre le président. C'est intéressant. Rencontre hier entre le président lui-même et Thom Tillis et John Cornyn. L'important à retenir pour Tillis et Cornyn, Tillis a décidé de prendre sa retraite. Il n'a plus le vent dans les voiles, puis tu fais bien de marquer le coup en disant il y a cette relation très tendue, il n'y a pas d'amour entre Donald Trump et Thom Tillis. Et il n'y a pas non plus d'amour entre John Cornyn et Donald Trump. Cornyn souhaitait revenir être candidat pour novembre et il a été tassé par un candidat battu chez les Républicains, par un candidat appuyé par Donald Trump. Donc, en gros, en clair, les deux gars, les deux sénateurs, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, j'aurais été curieux et j'ai hâte de voir dans les prochains jours ce qu'a pu leur dire Donald Trump pour les convaincre. Parce qu'une menace strictement financière, du genre on vous coupe les vivres pour la prochaine élection, démocrates et républicains jouent ça. On le prononce pas ou on le dit pas toujours de la même manière, mais être appuyé par la machine ou pas, ça fait la différence en termes de soutien financier. Donc, il n'a pas cet argumentaire-là. Il ne peut pas dire, donc, je vous coupe les vivres pour la campagne. Que leur a-t-il proposé? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que... Pardon? Ça pourrait être quoi? Ben voilà, c'est ce que j'essaie d'imaginer. Et pour imaginer la suite, ben il faudrait que je mette mon chapeau de complotiste. Et je ne fais pas ça quand on est ensemble. Mais donc, il y aurait d'autres types de menaces ou encore des avantages juste après financiers. 2-3 shooters, là, qui ressort son chapeau puis il me déblatère. C'est quoi donc, Francis? Donc, ce serait des menaces personnelles. On n'ose pas évoquer ça, même si des élus l'ont déjà, eux, fait dire « nous avons reçu des menaces ». L'autre chose, c'est des avantages financiers. Ça arrive qu'on offre une sortie ou un parachute doré à des candidats qui ont été vaincus, qui ne reviendront pas. Mais chose certaine, on essaie d'exercer une pression supplémentaire sur les deux. Et ce que j'allais mentionner, c'est qu'il n'en faut qu'un des deux. Donc, Donald Trump doit convaincre à la fois Tillis et Cornyn. Donc, il ne peut pas échapper à un des deux. Sinon, considérant l'état actuel de la commission qui va recommander d'appuyer donc la nomination de Todd Blanche, ça foire. Todd Blanche ne se rend même pas jusqu'au vote. Et ce serait tout un camouflet ou une gifle pour Donald Trump et son administration. Ça n'en mettrait pas, là. Ça fera pas l'affaire, là. Ben, ce serait particulièrement gênant, puis gênant en plus à l'approche des élections, encore une fois. C'est un mauvais... Si les démocrates ont un problème de leur côté, encore une fois, entre progressistes et modérés, si le président
ça ne va pas bien dans les sondages, puis qu'on montre qu'il y a une faille ou une fissure dans son pouvoir et son influence, c'est tout un message qu'on envoie aussi à la veille des élections. Il nous reste une petite minute, Luc, mais je voulais t'entendre sur cette affaire-là. Apparemment, on aurait dissimulé des blessés dans le cadre des opérations en Iran. Pete Hegseth témoigne là, aujourd'hui au Congrès. Il y a eu 17 morts jusqu'ici et on aurait un peu quand même caché de l'information au public, aux élus, pour justement amoindrir, là, dans le fond, les dommages là, qui sont vécus par les troupes américaines. C'est quand même... être élu américain, je ne serais pas très content de l'apprendre par médias interposés, tout ça, Luc. Et il y a des élus qui sont informés, qui sont sur différentes commissions et qui peuvent obtenir ce genre d'informations de la part du Pentagone. Le Pentagone, pour ses budgets, a presque carte blanche. Ce sont des budgets qui sont énormes, gigantesques. En même temps, sur l'état des troupes, sur la stratégie, sur la situation, normalement, le Pentagone doit minimalement rendre des comptes. Mais ce qui est doublement gênant là-dedans, bien entendu, c'est quand on observe les sondages, qu'il y ait déjà eu des décès, puis une centaine de morts, alors que ça ressemble de plus en plus à un bourbier, à moins que l'administration soit prête à littéralement appuyer sur l'accélérateur en termes de personnel et d'argent investi dans le conflit. Si en plus on a sacrifié les soldats dans une cause qui ressemble à un bourbier et qu'on a dissimulé de l'information à la population, ça regarde très mal pour Pete Hegseth, dont on a déjà mentionné la possibilité de démissionner éventuellement. Donc, c'est lui, en théorie, le responsable des opérations. C'est lui qui a procédé à ce grand ménage dans du personnel compétent, des officiers d'expérience. Donc, il est censé avoir mis, entre guillemets, le Pentagone à sa main. S'il a dissimulé de l'information, là, on va au-delà des lignes partisanes. Je serais, comme républicain, terriblement déçu aussi d'apprendre qu'on a caché le nombre réel de blessés ou encore le nombre réel de victimes. Est-ce que ça t'étonne? Malheureusement, je regrette d'avoir à répondre ça. Non. Et c'est pas que c'est propre à Donald Trump ou à Pete Hegseth. On se rappelle pendant la guerre du Vietnam, par exemple, que le gouvernement a menti à la population sur les motifs réels d'entrer au Vietnam. Et ce sont d'abord des démocrates qui s'impliquaient dans ce dossier-là avant que n'intervienne Richard Nixon. Mais c'est le genre de choses, on dit souvent, ça relève de la sécurité nationale. Pete Hegseth va avoir fort à faire pour convaincre ses concitoyens que ça relevait de la sécurité nationale de ne pas divulguer, si tel est bien le cas, le nombre de victimes réelles sur le terrain. Luc La Liberté, merci. Comme toujours, on se retrouve demain, même place, même heure.